Bonjour, aujourd'hui j'ai rencontré Antoine Causeau qui s'est inscrit pour la Golden Globe Race 2018. C'est une course autour du monde sans escale, sans assistance et en solitaire, mais principalement avec les moyens techniques de l'époque, donc de 68, date de la première course, la course originelle autour du monde, l'ancêtre du Vendée Globe. Bonjour Antoine. Bonjour Bruno. Antoine, peux-tu nous parler un petit peu de tes motivations? Qu'est-ce qui a déclenché ton engagement dans cette course si particulière? Alors la motivation première, j'allais dire que quand on a beaucoup navigué, j'ai fait à peu près l'équivalent de 3 fois le tour du monde, 15 fois l'Atlantique, enfin, il y a un moment, on a envie d'aller au bout, c'est-à-dire vraiment de tenter la longue route, je suis obligé de le dire à un moment donné, c'est-à-dire le tour du monde sans escale, en solitaire, sans assistance. Alors oui, ça, on va encore un peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment la motivation, j'allais dire, du marin. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un défi professionnel. Voilà. Ensuite, il y a le challenge plus personnel, c'est-à-dire se lancer comme ça sans la technologie. On est d'accord, hein, on part sans GPS, on part sans pilote automatique. Et dans le cadre d'une course autour du monde, en fait les 50 ans de la Golden Globe, c'est-à-dire que moi j'ai été nourri par les livres de Bointissier, de Robin Knox-Johnson et de plein d'autres, rentrer dans cette dimension historique et en tant qu'être humain se dire je peux aller au bout de mon rêve et je vais participer à ça, avec ce que ça implique, hein, c'est-à-dire je pense qu'on va passer à peu près 8 mois en mer, ça c'est vraiment excitant. Ça c'est le petit truc qui fait que moi ça m'a motivé pour y aller. Et encore une fois, j'ai été nourri avec des gens qui avaient des valeurs sur cette navigation à l'ancienne et tout ça. Alors ça peut paraître un peu désuet maintenant, mais je peux vous garantir que quand les gens viennent visiter le bateau, ils me disent bon, tu fais pas le Vendée Globe, tu fais la Golden Globe, et que je leur explique un peu ce que ça veut dire, ils comprennent. D'accord. Ils comprennent les valeurs humaines d'une telle course et j'allais dire l'engouement populaire qui va avec. Et donc cet engagement dans cette course-là, par rapport à l'autre événement qui se passe en même temps sur les 50 ans de la longue route, la longue route 2018, qu'est-ce qui t'a fait choisir plutôt la Golden Globe Alors déjà, je dois dire que c'est, encore une fois, une preuve comme quoi il y a un engouement, comme quoi il y a des gens qui sont prêts à aller vivre leur rêve. La longue route est arrivée après, en fait. Elle a été proposée après. Moi, je m'étais engagé sur la Golden Globe. J'aimais bien l'idée. J'ai rencontré Sir Robin Knox-Johnson. C'était un événement dans ma vie de pouvoir serrer la main, de lui montrer le bateau, parce que le bateau a été restauré à Falmouth, là où il a été construit. Donc j'ai Robin qui est venu regarder le bateau. Il me dit alors qu'est-ce que tu fais, voilà. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait un courant qui se passait et je me suis engagé dans la Golden. Pour moi, ça me correspond. La longue route, ça correspond plus à Bernard Moitessier. Voilà. Et alors que les Anglais qui ont lancé la Golden Globe, c'était plus basé sur Robin. Il faut savoir que c'est quand même Robin qui a gagné. C'est lui qui défend aujourd'hui, j'allais dire, le titre. Mais je comprends tout à fait qu'on soit avec Bernard Moitessier, parce que c'est lui aussi qui a nourri notre génération en tant que Français pour la navigation au large, et puis tout ce qu'il a amené derrière, c'est devenu un mentor pour plein de gens. Moi le premier. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les Anglais qui ont lancé la course, donc ils arrivent avec leurs règles. Alors on les accepte, on les accepte pas, voilà. D'accord, c'est deux approches un petit peu différentes, mais effectivement avec le même engouement sur cette... Mais à la fin, le résultat c'est quoi? C'est 25 bateaux qui partent avec la Golden Globe, et j'espère peut-être autant qui partent avec la longue route, et à la fin on va avoir un florilège de gens, de marins venus de partout. Je sais que nous on a 15 nationalités qui sont représentées, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est universel, c'est un défi universel, c'est-à-dire qu'il y a des gens de partout qui vivent le même rêve et qui veulent se lancer eux-mêmes dans une course comme ça autour du monde, et une aventure. C'est même pas une course, c'est une vraie aventure.
Et donc le bateau, là on est sur le bateau, comment tu l'as, donc tu l'as acheté pour cette occasion-là, qu'est-ce que tu as refait beaucoup de choses dessus, je pense? Oui, j'ai refait beaucoup de choses. Au départ, j'avais un bateau. Il y a quelques années, j'habitais en Norvège. Et en 2015, quand j'ai pris la décision de me lancer dans la Golden Globe Race, j'avais un bateau de 45 pieds en acier. Bon, ça ne le faisait pas. Donc on l'a vendu. Pourtant, on a beaucoup navigué avec mon épouse avec ce bateau. Et c'était un côté sentimental qui était assez dur de dire mince, il faut se séparer de ce bateau-là. Mais ça a permis de rebondir, ça a permis de racheter ce bateau-là. Alors pourquoi ce bateau-là? C'est parce que un des principes, un des critères de la Golden Globe Race, c'est qu'ils nous ont proposé une dizaine ou une vingtaine de bateaux, de dire voilà, Robin il était parti sur un 32 pieds, quille longue, avec le safran attaché comme ça, et puis on va partir sur cette base-là. Comme ça va faire une flotte homogène, et on pourra avoir, c'est une question de sécurité aussi, je pense, naviguer ensemble. Donc on avait le choix entre des bateaux de 32 à 36 pieds. Alors je dis autant qu'à faire, autant prendre un bateau le plus grand possible, le plus confortable, pourquoi pas le plus performant. Donc moi j'ai choisi le Biscay 36. J'avais le choix, hein. Et moi c'était le Rosler 36, le Biscay 36 et le Saga 34 qui me plaisait. Moi j'aimais bien naviguer sur des ketchs. Ouais. J'aime bien cette configuration. Donc j'ai choisi le Biscay. Et puis j'en ai trouvé un surtout. J'ai cherché en France, j'ai pris ma voiture, j'ai conduit en Bretagne jusqu'à dans le sud. Je ne trouvais pas de plan français à quille longue avec minimum 6 tonnes 2, enfin tout un tas de critères. Donc j'ai dû aller en Angleterre. Effectivement, c'est là qu'on trouve il y a tout un vivier de vieux bateaux des années 70. Donc ce bateau, à savoir, c'est la première coque fabriquée par le chantier donc Falmouth Boat Construction à Falmouth, le fameux chantier qui a accueilli à son retour Robin Knox-Johnson. Donc c'est la coque numéro 1. Et il y a un autre concurrent, Nabil, qui est palestinien, qui a acheté la dernière coque. C'était une petite unité, ils ont fait 29 bateaux en l'espace de 15 ans. Et donc on se retrouve avec les deux extrémités, le premier et le dernier. Et donc moi, mon bateau avait besoin d'une grosse restauration. Donc ça a été un projet d'une année où j'ai demandé au chantier, on a fait un partenariat et c'est eux qui se sont occupés de restaurer le bateau. C'est-à-dire qu'on a complètement tout vidé. Tout ce que vous voyez sur ce bateau est neuf. Voilà. On a gardé la coque, on a gardé certaines cloisons, les meubles, parce que le but c'est de garder le dessin original. D'accord ? Mais on a fait un gros travail de fond pour optimiser la sécurité, comme vous voyez la timonerie qui a été rajoutée, parce que sincèrement je ne me voyais pas partir avec un bateau, avec les deux planches qu'on enlève, qu'on pousse le truc à glissière, et rester dehors avec mon petit ciré dans les 40e. Sincèrement, je ne me voyais pas faire ça. Donc j'ai reconstruit le bateau autour de cette timonerie qui va me permettre d'assurer la veille et d'être vraiment dans un confort. Et ça, je pense que le confort, c'est aussi la performance. Oui. Voilà. Et en termes de budget, voilà, on peut en parler. Tu as des sponsors, tu as réussi à boucler tout le budget. Comment ça s'est passé? Alors, le sponsoring, c'est inévitable. Quand on se lance là-dedans, moi, je suis parti de l'idée que personne ne me connaît. Maintenant, on me connaît un petit peu, mais je ne suis pas un grand skipper qu'on voit partout dans les magazines de voile. Donc je me suis dit, il faut que j'investisse. Donc j'ai cassé la tirelire, j'ai acheté le bateau, j'ai payé le chantier. Et puis j'ai pu commencer à chercher des partenaires, des sponsors. Vous voyez, je suis motivé, j'ai un beau projet, il y a une belle histoire. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça colle avec vos valeurs? Enfin tout ça. Est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Et c'est venu. Et je pense que c'était la bonne stratégie. Parce que au départ, on avait le choix. Le Rosler 36, on peut l'acheter neuf aussi. Oui. Mais ça vaut 300 000 €. Ou alors on part avec un plus petit budget et puis on fait avec ce qu'on a et puis on trouve des aides à droite à gauche. Moi je me suis dit, il faut un beau bateau, il faut commencer. Donc on a acheté le bateau, comme je disais, on l'a restauré et aujourd'hui j'ai des partenaires. Alors moi je suis le local de l'étape, je suis en Vendée. Donc il y a beaucoup d'entreprises vendéennes qui sont autour de moi. Dans quelques jours, là, pendant la conférence de presse de Paris au 8, je vais annoncer mon sponsor principal. Pour être très, très honnête avec vous et transparent avec ceux qui nous écoutent, un budget d'une Golden Globe Race comme ça sur 3 ans, ça me coûte 250 000 €. Voilà, donc j'ai trouvé la moitié
du budget, un petit peu plus de la moitié, environ 60%. Donc il reste encore des sous à trouver. Mais c'est aussi pour ça que je suis au salon nautique. Voilà, je prends un risque, parce que ça coûte des sous aussi de venir ici. Mais c'est une belle manière de contribuer à promouvoir la course. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Et puis deux, d'accueillir le public, dire voilà mon bateau, voilà mon projet, voilà qui je suis, humblement. Et si vous voulez m'aider, aidez-moi. Alors la semaine prochaine, on va faire un Kiss Kiss Bank Bank parce que voilà, c'est dans l'air du temps. Et je vois, surtout j'entends les gens qui viennent et qui me disent Antoine, comment on peut t'aider? Alors oui, j'ai une association, oui, je peux mettre des autocollants, oui, je peux faire plein de choses. Mais concrètement, il me faut que j'achète un mât, il faut que j'achète des voiles. Et tous ensemble, symboliquement, on va faire cette course. Bien sûr, oui. Et ça marche. Et j'espère que le Kiss Kiss Bank Bank va fonctionner aussi parce que je trouve que c'est une belle histoire de fédérer des gens comme ça, d'embarquer des gens avec moi dans ce tour du monde. Et c'est magnifique. Au niveau plus pratique, c'est déjà très pratique. Au niveau avitaillement, comment ça va se passer? Parce qu'il faut que tu emmènes des vivres pour 250 ou 300 jours. C'est important. Des vivres, donc tu vas fonctionner avec quoi? Avec du sous-vide, du lyophilisé, des conserves, et au niveau eau aussi, comment ça va se passer? Oui, alors ça, c'est vraiment les questions épineuses auxquelles je m'attaque en ce moment. On a une contrainte de taille, c'est le cas de le dire, c'est la taille du bateau et du poids qu'on peut embarquer. À savoir que si on fait un peu de pronostic de comptoir, comme ça, les premiers vont peut-être mettre 200 jours et les derniers 300 jours. Donc on a une moyenne de 250 jours. Et c'est évident que même si moi j'ai tout fait pour être performant et me battre pour peut-être un podium, c'est le but aussi, c'est une course. Au niveau nourriture, on ne peut pas manger du lyophilisé pendant 8 mois. C'est pas possible. Et puis sincèrement, j'ai pas envie. J'ai même pas envie d'essayer. Donc, mais il en faut. Donc il y aura du lyophilisé. J'ai un partenaire d'ailleurs qui m'offre, je ne sais pas, 200 ou 300 sachets de lyophilisé et ça c'est super. Mais il y aura du lyophilisé, il y aura des boîtes de conserve, il y aura du sous-vide, il y aura un petit peu de frais pour le départ. On va essayer de pêcher. Enfin, il faut pouvoir diversifier, s'adapter et surtout, garder de l'appétit. Alors ça a l'air simple à dire comme ça, mais ça veut dire être motivé et à se forcer à faire à manger, à être créatif aussi. Donc il ne faut pas hésiter à embarquer plein de choses, même des choses qu'on n'aime pas en fait, ou moins bien. C'est-à-dire que moi je ne suis pas un grand fanat, par exemple, des lentilles ou des trucs comme ça, je suis obligé d'en emmener. Parce qu'il y a un moment, je vais en avoir marre peut-être du cassoulet ou des raviolis, donc il faut se pousser un peu. C'est vraiment une course où on va aller un peu dans le rouge, là. On va sortir de sa zone de confort. Et c'est là qu'il va falloir être costaud dans la tête. Et pour être costaud dans la tête, encore une fois, il faut bien manger. Ça, c'est pour la physiologie, mais c'est aussi pour le mental. Bien sûr. Si on a plaisir à manger, si on a plaisir à se retrouver derrière la gazinière comme ça, et pas uniquement mettre de l'eau dans un sachet et d'attendre que ça gonfle. Bon. Donc, et l'eau, puisque la question était aussi sur l'eau, je ne peux pas embarquer, si on dit 250 jours, 3 litres par jour, 750 litres, je ne peux pas emmener ça. Donc on va être obligé de récolter de l'eau de pluie. Alors, je suis en train de fabriquer en ce moment un appareil, une sorte de grand cône lesté avec un petit trou où je branche un tuyau qui va dans un bidon, parce que je ne mélange pas l'eau qui est récoltée, enfin l'eau de pluie, et l'eau qui est filtrée, qui va être dans mes réservoirs. Et tout ça, ça va être séparé. Il n'y aura pas qu'un seul réservoir, mais peut-être 2 ou 3. En train de réfléchir à ça, en cas de contamination, un truc comme ça. Donc je pense qu'on va partir avec peut-être la moitié, peut-être 300 litres d'eau. Voilà. Après, il y a des jus, j'amène du vin, j'amène de la bière. Et, c'est, encore une fois, c'est une notion de plaisir et de confort. Et ça rentre dans la case performance à la fin, avec modération, bien sûr. Mais voilà, donc pour l'eau, oui, c'est encore une problématique. On part dans l'inconnu, il y a plein de choses, on ne sait pas. Donc il faut essayer d'appréhender, il faut essayer de dire... c'est des règles de priorité. C'est quoi la priorité? Pour moi, c'est bien manger, bien dormir et rien casser. Voilà. Et après on verra.